pensez qu'il y a des choses que vous pourrez utiliser? La galerie a été créée en 1989 à Cologne. Cologne a été très actif dans les années 80 et 90 et avait en fait c'était un petit peu essoufflé et il semblait être temps en fait de pouvoir trouver une autre location, un autre endroit pour pouvoir montrer, je veux dire, ce que nous on défendait. Et quand on a déménagé pour Berlin, on a fait partie des premières galeries à déménager. Et ensuite, maintenant, il suffit de voir le nombre de galeries qui se trouvent à Berlin. C'est très très clair qu'on a fait partie des pionniers en fait, enfin des premiers en tout cas. Ça nous a obligés à communiquer encore plus en fait avec par exemple avec nos collectionneurs, avec les institutions, parce que Berlin est quand même une ville qui est relativement excentrée. Et au départ, les gens ne venaient pas immédiatement. Maintenant, c'est devenu un pôle d'attraction. Mais quand on est arrivé en début 97, c'était pas forcément un endroit où on devait venir. Berlin a d'ailleurs très peu de collectionneurs. Le marché n'est pas à Berlin. Les gens viennent, mais les pièces ne sont pas vendues à Berlin. Les pièces sont vendues encore en Rhénanie du Nord, à Cologne, à Düsseldorf, à Munich, quand c'est pour l'Allemagne, et beaucoup à l'étranger aussi. C'est vrai que le coût est plus faible, mais en même temps, tous les efforts qu'on est obligé de faire autour sont également des investissements qui sont assez conséquents. Donc, je ne sais pas si en fin de compte, ça ne revient pas exactement à peu près au même. L'intérêt était que Berlin n'avait pas vraiment de scène, et c'est toujours plus excitant d'aller dans un endroit nouveau où il existe encore, enfin où la structure est encore inventée, que dans un endroit qui est en fait relativement routinier. Bon, le programme comporte certains Français, comme vous aurez pu vous en apercevoir. Ce sont des gens qui sont issus en partie du magasin de Grenoble, dont Esther Schipper est également issue. Je pense à Dominique Gonzalez-Förster, Philippe Parreno qui se trouvait à cette époque également à Grenoble. À ces gens se sont ajoutés des personnes comme Carsten Höller, comme Liam Gillick. Nous avons également des artistes qu'on partage avec la Galerie Art de Paris. Nous avons un programme qui est, nous sommes ce qu'on appelle une galerie de production, une galerie programmatique. On a gardé pratiquement toujours les mêmes artistes. Enfin, le programme a relativement peu changé au cours des 15 années d'existence de la galerie. Il y a des gens qui s'y sont ajoutés récemment, mais on est resté très fidèle aux artistes qu'on représente. C'est une relation régulière d'abord d'information, de savoir ce qu'ils font, sur quoi ils travaillent, de savoir quels sont leurs projets à venir, de savoir dans quelle mesure on peut les soutenir, quand c'est quelque chose qui dépend par exemple de notre ressort, quand c'est quelque chose dont on dépend géographiquement. Je pense par exemple à certains artistes dont on est la galerie principale. On fait également leur gestion d'œuvres. On doit répondre, il y a tous les contacts avec la presse constamment. Il existe des artistes qui ont fondé leur propre structure. Je pense par exemple à nos artistes comme Thomas Demand, c'est quelqu'un qui s'autogère complètement, qui contrôle sa production, qui contrôle absolument tout. Je pense à son voisin d'atelier, Olafur Eliasson, c'est quelqu'un qui a fondé une petite entreprise et qui gère complètement tout. Après, ça dépend vraiment, c'est toujours d'artiste à artiste différent, il n'y a pas de règle, on informe en fait tous les gens, enfin, que ce soit les collectionneurs ou les institutions régulièrement sur tout le travail qui a été fait. On envoie des dossiers d'information sur les pièces qui sont montrées à la galerie, sur les expositions qui sont montées. Et ça, c'est une chose qui est, je pense, qui est particulière aussi à notre travail. On a des artistes qui sont des gens qui travaillent aussi à un niveau conceptuel. Ils ne sont pas des gens qu'on comprend forcément immédiatement. Et par rapport aux collectionneurs privés, c'est un travail d'information qu'il faut arriver à faire passer. Et on peut intéresser une personne, on peut intéresser un collectionneur une fois, il faut revenir sur la pièce, il faut réexpliquer, il faut apporter des catalogues. Vous vous rendez compte vous-même que la pièce que vous voyez devant vous, qui est une sculpture de Liam Gillick, n'est pas forcément quelque chose qu'on aborde immédiatement.
ou qu'on va pouvoir accrocher à son mur, ou il faut pouvoir expliquer un peu ce qui se trouve derrière, autour. Liam Gillick écrit toujours des textes en fait autour de ses pièces. Alors, il a toujours, depuis très longtemps en fait, publié des textes qui sont un peu comme des histoires, comme des scénarios, et à l'intérieur de ces scénarios se trouvent des éléments formels. Même sans connaître en fait le texte qui est peut-être derrière la pièce, on peut très bien considérer la pièce comme étant une sculpture minimale, et c'est ce que font certainement certains de nos collectionneurs. C'est une merveilleuse sculpture très très simple qui s'adapte à l'environnement où elle se trouve, puisqu'elle est composée de miroirs, et donc ici on n'a pas de chance que le sol est gris et la sculpture est grise, donc ça se voit pas trop, mais selon l'endroit où on la posera, de toute façon elle s'adaptera à l'environnement.